Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi à partir de 18h. J'espère que comme Ihsan, le CPP, ça vous calme. Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hassan Mouali. Bonsoir Khalid. Saïd Jafal, bonsoir. Bonsoir. Akram Khalif, bonsoir. Bonsoir. Ça vous calme le CPP, vous aussi ? Oui. Oui, vraiment. On commence par l'image de la semaine, l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Hassan Mouali. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Deux choses. La première, c'est Ahmed Yahya, Premier ministre, qu'on annonçait pratiquement cuit. Et finalement, il débarque dans une conférence de presse tout fier, comme d'habitude. Voilà, comme si... l'initiative de Ahmed Yahya, encore une fois. Et la deuxième image, c'est le bombardement de la Syrie. Et puis la réunion de la Ligue arabe qui n'a soufflé un mot. Ça m'a vraiment interpellé. Et Hassan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ahmed Yahya, le bombardement de la Syrie, je crois savoir qu'on va en parler en deuxième partie de l'émission. Moi, ce qui m'a marqué, c'est toujours vendredi dernier, évidemment, les violents affrontements qu'il y a eu à Constantine entre une partie entre les supporters, enfin, qu'ont subi les supporters du Mouloudia. C'est pas parce que je suis supporter du Mouloudia, mais ce que je déplore, c'est qu'en 2018, on soit encore à ne pas pouvoir gérer une demi-finale de Coupe d'Algérie qui devrait être une grande fête populaire pour un tas de raisons. Parce qu'à Tizi Ouzou, le stade n'est toujours pas livré. Le stade que le TRHB construit depuis des années avec une entreprise chinoise, puis espagnole, puis chinoise, est toujours en retard. Nous n'avons pas assez d'équipements. Le stade de Barakli, qui aurait pu accueillir ce match, n'est pas aussi livré. Le stade d'Orange, je n'en parle pas. Et donc, voilà, nous sommes toujours très précaires. Et ça donne quoi ? Ça donne une division très profitable pour le pouvoir, très profitable à nouveau entre les jeunes en Kabylie et les jeunes à Alger. Le stade de Barakli qui devait accueillir la Coupe d'Afrique 2015. Oui, déjà. Déjà. Saïd Jafal, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, ce sont des commentaires idiots, choquants sur Ben Badis que j'ai lus sur Facebook avec des gens qui paraissent assez intelligents. C'est des aberrations, c'est des gens qui jugent un homme qui a lancé des écoles entre 1930 et qui est mort en 1940 et qui a lancé des écoles dans un pays où plus de 90% de la population était analphabète, où on était au centenaire de la colonisation et aujourd'hui des gens l'insultent. Pourquoi ? En partant de maintenant, c'est-à-dire ils refont une relecture de l'histoire. À partir aujourd'hui, ils n'aiment pas les islamistes, ils n'aiment pas le pouvoir, comme si Ben Badis a exercé le pouvoir en Algérie en 62. Il est mort en 40, il a fait un travail extraordinaire, très sérieux. Il est temps que les gens apprennent à ne pas juger à partir de leur ignorance. C'est vraiment grave. Il y a aussi beaucoup qui critiquent les oulémas, Saïd Jafal, sur la révolution. C'est peut-être ça aussi. Ce n'est pas le même sujet. Ce n'est pas le même sur Ben Badis. Ce n'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet, ça. Akram Khalif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? J'ai une question pour cette semaine. Est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat va faire son travail et réclamer une enquête sur l'accident d'avion de Boufarik ? En tous les cas, Akram Khalif s'est avancé. Il a dit qu'il y a eu un mouvement de panique dans l'avion et qu'une partie de l'avion est partie. Pas moi. Il y a un expert qui l'a dit, qui serait passé au moment du décollage, départ de feu. Il y a une rangée, parce qu'ils étaient assis dans une configuration parachutiste,
Donc ils ont vu le feu dans leur dos, ils ont couru vers l'autre partie de l'avion. Et ils l'auraient déséquilibré. C'est une possibilité. Et il y a d'autres experts aussi qui parlent d'un nombre de passagers qui serait beaucoup, je dis bien beaucoup plus important que celui qui a été avancé. Il y a des sources qui parlent de 400 passagers. Justement, ça serait bien qu'on établisse une liste, qu'on donne une liste nominative des gens qui sont décédés. Pour le moment, on attend la fin de la procédure d'identification. Il faut préciser aussi que le bilan définitif a été donné un peu trop rapidement le jour même, avec 257 victimes. Voilà. On en parlera certainement dans nos prochains cafés presse politiques. Nous sommes le 18 avril, nous sommes à 2 jours du 20 avril. Ça sera la célébration du printemps berbère, 38e année, 38e anniversaire du printemps berbère. Et cela nous pousse à nous poser des questions ce soir dans le café presse politique. Beaucoup de choses ont commencé ce 20 avril 1980. Un mouvement des libertés avait commencé après l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri. Où en est-on aujourd'hui ? D'abord, on va poser cette question. Où est ce vent de liberté qui a soufflé le 20 avril 1980 ? Est-ce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui ou est-ce qu'on est passé à autre chose ? Enfin, le vent de liberté a soufflé après octobre 88. En 80, il y a eu la répression. Donc, ce n'était pas un vent de liberté, c'était plutôt de l'affrontement. En réalité, la question qu'on doit reposer, est-ce que, effectivement, la Kabylie a été, pour des raisons historiques, il y a eu le Aït Ahmed, le FFS, le mouvement culturel berbère, la Kabylie a été un espace où la question démocratique a été posée, y compris durant le parti unique. La question aujourd'hui, est-ce que c'est valable toujours aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est plus un cliché ? Et moi, je pense qu'il y a une grande part de clichés que nous entretenons, et je considère que la Kabylie a été très largement normalisée par le haut, à travers le business et l'intégration de nouvelles élites économiques dans la rente, et par le bas, en favorisant des mouvements qui ont coupé en fait la Kabylie du reste de l'Algérie. Je pense à la Roche et qui se continue aujourd'hui un peu à travers le MAC, et dont l'un des effets les plus importants a été d'affaiblir la contestation politique d'essence démocratique en Kabylie. Hassan ? Non, octobre 88, il y a eu des soulèvements de ce type ailleurs dans d'autres pays autoritaires, notamment dans la région arabe, qui n'ont pas débouché sur une ouverture. En Algérie, ça a débouché sur une ouverture parce qu'il y a eu un premier combat démocratique qui est essentiellement le printemps berbère, qui portait des revendications de liberté démocratique, de pluralisme, etc. et qui a permis d'avoir un débouché politique plutôt intéressant quand il y a eu les émeutes, quand le reste de l'Algérie, toute l'Algérie s'est impliquée dans des revendications qui n'étaient pas directement démocratiques, qu'on s'entende bien, les émeutiers d'octobre ne posaient pas la question de la démocratie en premier. Donc, si on comptabilise reconnaissance de Tmazirt et promotion des libertés démocratiques, le mouvement du printemps berbère de 80 est un mouvement qui a atteint ses objectifs. En partie parce que pour les libertés démocratiques, évidemment, il y a eu des remises en cause, il y a eu la poussée d'octobre qui les a évidemment portés, qui leur a fait franchir un premier palier. Mais il y a eu toutes les remises en cause d'après. Et surtout, on n'a jamais réussi à entrer dans la phase des alternances. Donc oui, il y a un immense patrimoine acquis par le mouvement 80 sur lequel nous surfons encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'avant-garde des libertés, que ça a changé un petit peu aujourd'hui ? Comme disait Saïd tout à l'heure par rapport à Ben Badi, c'est très difficile de regarder avec les yeux d'aujourd'hui un phénomène qui a aujourd'hui pratiquement 40 ans d'âge. Le mouvement berbère pendant les années 80... malheureusement, j'avais 2 ans. Moi, j'avais rien. Des dettes. Pas de moi, alors. Donc, c'est un mouvement qui nous a clairement emmenés à 86. C'était Constantine et 88 partout dans le pays. C'est un mouvement qui était clairement porteur de démocratie et d'ouverture politique. Aujourd'hui, on voit, comme on disait, on voit une transformation. En fait, on voit une sorte de lassitude
qui est mêlé aussi un peu d'extrémisme aussi. On le voit partout de toutes les manières, ça traverse toute la société, toutes les tendances politiques. On a une sorte de haine de soi qui est en train de rejaillir ces dernières années et qui se traduit par des manifestations extrêmes, voire extrémistes, un peu partout en Algérie, pas qu'en Kabylie. C'est un phénomène. Exactement. Donc, plus que jamais, la Kabylie est victime du pouvoir algérien. Ça, je le dis. Personnellement, je considère que le MAC est une résultante directe de la politique en Algérie. Donc, ce n'est pas le MAC n'est pas l'aboutissement d'un combat politique. C'est une conséquence des agissements du pouvoir algérien. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut dire que le patrimoine est en péril, Hassan Mouali ? Non, je ne dirais pas qu'il est en péril. Bon, maintenant, 38 ans, quand on observe le printemps berbère 80, incontestablement, c'était un marqueur du combat démocratique en Algérie. Il ne faut pas réduire le printemps berbère à une revendication culturelle ou identitaire. Déjà, ses initiateurs avaient à cœur de faire en sorte que l'Algérie se démocratise. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a, comme l'a dit Hassan, des acquis incontestables. Le Tamazight, langue nationale et officielle. Il y a les premières langues fête nationale. Il y a des acquis incontestables. Il a fallu malheureusement attendre 38 ans pour qu'il y ait une consécration. On aurait aimé que ça se fasse 5-6 ans après. Ça ne s'est pas fait parce que le pouvoir a agi, a manœuvré, a manipulé. Il s'est appuyé sur des relais locaux pour un petit peu faire durer le suspense. Et chemin faisant, donc il y a un phénomène de lassitude. Les gens sont fatigués. Après le 89, il y a eu les partis politiques qui ont pris le relais. Le RCD, pratiquement, il est sorti du MCB, le RCD est sorti du MCB, l'UFFS, durant les années 90, avec la crise sécuritaire, le curseur des priorités s'est déplacé finalement. Il fallait lutter contre l'intégrisme en Algérie et le terrorisme. Donc, un peu l'espérance démocratique a été étouffée et je pense que le pouvoir a gagné de ce point de vue-là parce qu'il a pu quand même absorber l'élan démocratique. Les années Bouteflika, voilà, ça a commencé très mal avec le printemps noir en 2001. Il a promis en 2002 d'installer l'académie. On est en 2018, elle n'est pas encore installée. Vous voyez comment le pouvoir a manœuvré. Il a su, il y a de l'intelligence chez le pouvoir, incontestablement. Il a su quand même gagner du temps. Maintenant, je pense que la Kabylie, à elle seule, elle ne peut pas. Elle a durant de longues années servi une espèce de syndicat politique de l'Algérie. On doit le reconnaître. Ailleurs, ça ne bougeait pas beaucoup. Il y a un petit peu à Constantine, un petit peu à Oran, un petit peu à Batna, un petit peu à Alger, mais globalement, on ne peut pas dire que l'espérance démocratique a été très largement portée en Algérie. C'est pour ça qu'en Kabylie, les gens s'expriment et le pouvoir, un peu pour accentuer un peu plus le particularisme kabyle, voilà, le pouvoir a toujours joué sur ça, pour particulariser la Kabylie. Il dit, bon, à part en Kabylie, ça ne bouge pas ailleurs. Donc, c'est des sécessionnistes, c'est des... Voilà, pourquoi, d'après vous, ça bouge plus en Kabylie qu'ailleurs ? Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, pourquoi ? Oui, c'est vrai. Bon, ce n'est pas parce que je suis originaire de la région que je vais le dire. Je pense que ça bouge, même les mouvements sociaux actuellement. Actuellement, il y a plus de mouvements sociaux que de mouvements politiques en Kabylie. Et assez souvent, les résidents, les enseignants et tout ça, toutes les manifestations se déroulent en Kabylie et elles ne sont pas interdites. Mais à Alger, elles sont interdites. La dernière fois, il y a eu le mouvement des résidents en rang, c'était magnifique. 15 000 résidents, c'était magnifique. On espère qu'il va y avoir une multiplication de ce genre de mouvement. Mais ce qu'il faut absolument constater maintenant, c'est que la Kabylie est gagnée par la lassitude. Il y a une désaffection populaire vis-à-vis de la politique parce que, avec l'émergence des Harouch, ils ont disqualifié les partis politiques sur place. Et là, les dernières élections, on a eu le RCD qui a eu 4 sièges, le FFS qui a eu 4 sièges, le FLN qui fait une percée, le RND qui fait une percée. Donc, politiquement... Sur un niveau d'abstention... record, absolument. Mais quand même, il y a quand même des gens qui sont tentés de faire l'aventure avec des partis du pouvoir. Parce qu'il y a une désaffection vis-à-vis des représentations traditionnelles en Kabylie. Avant de parler de la cassure de 2001, Ihsan, vous avez tous parlé de ses accomplissements. Yennayer, la Tamazight, langue nationale puis officielle. Ihsan, vous
vous avez souvent parlé sur ce plateau du fait du prince. Est-ce que ces réalisations sont plus dues au fait du prince, donc au président, qu'au militantisme politique? Non, ça c'est pas. Ça c'était. Je l'ai plus dit dans les questions des acquis du mouvement féministe et des droits des femmes. Et dans ces questions-là, dans le cas de Mazir, non. Dans le cas, c'est pas le président Bouteflika qui a décidé d'y aller. Toujours eu un combat. Il faut pas oublier qu'en 94 il y a eu le boycott de l'école pendant quasiment une année. Voilà, il n'y a pas eu de combat féministe. Il y a eu en 2001 126 morts. C'était en 2001. Qui au passage, en fait dire, personne n'a repris ça. Enfin, on n'a pas voulu beaucoup reprendre. La dernière entretien que j'ai fait à Yahya Abdel considère que le président Bouteflika devrait aller devant la Cour pénale internationale pour les assassinats qu'il y a eu en Kabylie en 2001. Il y a un juriste à qui j'ai posé la question après qui m'a dit la Cour, elle a commencé à être effective l'année d'après. Donc, il n'y a pas d'effet rétroactif. Et donc, il n'est pas passible de cette Cour-là. La parenthèse est fermée, c'est pour dire, en fait, je l'évoque, pour dire qu'il y a toujours eu des luttes. Et donc, même si on ne fait pas les concessions à chaud, on les fait un peu plus tard pour prévenir la lutte suivante. Non, je pense que dire que c'est le fait du... Par contre, tu avais l'air, Khaled, de te poser la question pourquoi la Kabylie serait un peu plus mobilisée sur ces questions. Bon, ça, c'est sociologique, c'est même dans le mouvement national. Enfin, la Kabylie, c'est très pauvre, il y a eu beaucoup d'immigration. L'immigration kabyle a été structurée dans les syndicats, dans la ceinture ouvrière de Paris, et tout le monde sait que l'ENA, à part Salih Hadj, autour de lui, il y avait des Kabyles. Et donc, il y avait la revendication Berber qui ajoute, effectivement, qui cristallise, qui donne la... Donc voilà, c'est un fait d'histoire. Voilà. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, je suis content que ça soit asynchrone. Les mobilisations de la Kabylie sont asynchrones par rapport au reste de l'Algérie. Ça, par contre, je l'ai déjà dit quand on a parlé du 20 avril. Quand la Kabylie a bougé en 80, le reste de l'Algérie n'a pas bougé. Quand Constantine a bougé en 86, la Kabylie n'a pas bougé. Constantine Estef, les émeutes de répétition générale. Quand il y a eu octobre 88, la Kabylie a bougé, mais pas de la même manière. Et en décalé. La Kabylie a bougé, l'Algérie n'a pas bougé. La Roche 2001. La marche elle a même été tabassée par une partie attaquée par une partie des jeunes Algérois. Et ce qu'il faut espérer, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est que cette lassitude dont tu parles, Hassan, en Kabylie, se poursuive encore un moment, que ce ne soit pas la Kabylie qui organise la nouvelle montée des revendications, que ça vienne d'ailleurs. Parce que si c'est la Kabylie, c'est encore une fois, ça va être suspicion, particularisme, etc. Et ça va donner un peu de temps encore à l'Égypte. Il faudrait que ça vienne. Vous êtes d'accord ? Écoutez, moi je trouve que aujourd'hui la Kabylie est synchrone avec le reste du pays. Elle est dans la désaffection générale à l'égard de la politique. Et comment on gère le pouvoir la Kabylie. Il faut quand même remettre. Après la Rouge, on a quand même la montée des affairistes de Kabylie, qui sont intégrés totalement dans le système, d'ailleurs, qui n'ont jamais été extérieurs. Il faut quand même rappeler que la Kabylie, en termes de pouvoir, la Kabylie avait toujours des gens qui étaient au pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir arabe contre des Kabyles. Il faut enlever ces idées stupides. Mais la période de Bouteflika a permis une montée un peu plus grande d'hommes d'affaires totalement intégrés dans le système. Les plus grands hommes d'affaires algériens aujourd'hui sont des Kabyles, autant le dire. Voilà. Et de l'autre côté, on a cet abcès du MAC qui en fait tue la politique. Les partis politiques en Kabylie sont totalement tétanisés par le MAC. Ils n'arrivent plus à oser poser les questions démocratiques parce que le MAC les déborde de manière, je peux dire, il les déborde sur l'extrême droite. Pour moi, il est dans l'extrême droite. Et donc, dans la région, du coup, il n'y a plus de politique en Kabylie. C'est ça ce qui se passe, comme le reste du pays. Oui. Le MAC est toujours aussi puissant, selon vous, aujourd'hui, dans la région ? Moi, je ne pense pas que ce soit le MAC qui soit vraiment puissant. C'est vrai qu'il a une base, mais elle est minoritaire par rapport au reste de la Kabylie. Maintenant, comme l'a dit Saïd Jafar, et comme partout ailleurs, dans toutes les régions du pays, il y a un phénomène de lassitude, de fatigue et tout. La chose politique n'attire plus. Regardons ces 10 dernières années, les résultats électoraux. Généralement, les taux de participation maximum, c'est 40, encore, si tant est qu'on puisse le reconnaître beaucoup que c'est... Moins, voilà, absolument.
Donc, maintenant, c'est plutôt le mouvement associatif qui bouge. Il y a d'autres formes d'organisation qui fédèrent un peu toutes les contestations du pays. Le mouvement des résidents, par exemple, il est magnifique. Il réussit parce que tous les résidents de toutes les régions du pays parlent la même langue, ils ont les mêmes revendications. Je pense qu'il est, de ce point de vue-là, pédagogique pour le reste des mouvements sociaux en Algérie. Les syndicats aussi, les syndicats de l'éducation. Il y a une symbiose, c'est magnifique. Donc, il y a un discrédit des partis politiques, de la classe ou la crasse, entre guillemets, permettez-moi l'expression, politique en Algérie. Ça ne bouge plus, ça ne mobilise plus. Et les Algériens, on a l'impression qu'ils sont en train d'explorer d'autres formes de contestation, mais il y a une réalité que tout le monde peut observer, c'est qu'il y a une espèce de fatalité qui s'est incrustée dans les esprits des Algériens, qu'il n'est pas question que ça change. Ce système, il est imbougeable, tout simplement. J'ai toujours été très prudent dans la mise en accusation des partis politiques. C'est-à-dire, il y a un problème. Aujourd'hui, militer, ce n'est pas évident. S'engager politiquement, les gens ne le font pas. Et pourquoi ? Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir a réussi à, clochardiser la scène politique. Ce qui fait... si tu essaies de militer, tu prends toujours le risque de valider le jeu du régime. Donc, être dans un parti, ce n'est pas une partie de plaisir. Quelle est la forme ? C'est-à-dire, quand tu es dans un parti politique, tu as deux lignes possibles. Tu restes dans le combat pacifique, donc tu ne sors pas du cadre pacifique, et à ce moment-là, ta marge en est réduite, parce que tu ne peux pas accéder à la population, tu ne peux pas organiser une réunion avec la population, sans que D'ailleurs, un ancien président de l'APN, il a voulu présenter un livre, le Wali de Constantine l'en a empêché. C'est pas normal. Non, mais pour te dire comment le pouvoir gère l'espace. Parce qu'il n'y a pas l'espace physique et l'espace politique. Ça arrive parce qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de combat. Non, la lutte politique, c'est aussi un combat, il faut mouiller la chemise quand même. Il y a combat quand les gens s'intéressent. C'est-à-dire le problème, tu peux crier, et si les gens sont dans une logique de rejeter la politique, ton combat ne marche pas. Il y a c'est un vrai questionnement. Est-ce que les partis politiques sont mûrs ? Est-ce qu'ils ont des programmes d'abord ? On n'a pas de parti. Ça c'est un discours. Il faut ça c'est vraiment le discours du régime. C'est-à-dire, le régime détruire la scène politique, puis tu as sa presse qui dit « Oh, la classe politique, il faut vraiment poser la question de manière plus claire. » Il faut sortir de cette dialectique, c'est le régime qui empêche les partis politiques. Non, au contraire, moi je dis, la conclusion, c'est qu'il y ait des gens qui militent dans les partis, c'est à leur honneur. Que ces partis soient dans des situations lamentables, c'est vrai, mais quand même, il faut rendre hommage aux militants qui restent. Ces mêmes partis politiques ont été supplantés en 2001 par les Harouches. Il y a eu la cassure de 2001 avec tout ce qui s'est passé, plus de 100 victimes, plus de 100 personnes tuées par la gendarmerie à l'époque. Que reste-t-il aujourd'hui de cette cassure, de ce grand rassemblement populaire de 2001 aujourd'hui ? Est-ce qu'on est déjà passé à autre chose ? Est-ce que le combat 2001 est vain, ou est-ce qu'il fait partie aussi, comme vous le dites, de toute cette série de militantisme qui a abouti à la reconnaissance de Tamazirt et de Yener ? Incontestablement, c'est sûr. 2001 laisse une fracture très grave. 2001, c'est le moment où une partie des jeunes Kabyles considèrent que si le pouvoir est un pouvoir qui tue, comme il faut se rappeler, c'est un pouvoir assassin, de cette façon-là, le président Bouteflika a mis un point d'honneur à maintenir le général Boustela, commandant en chef de la gendarmerie, pendant infiniment, à la tête de la gendarmerie jusqu'à 2017. Jusqu'à presque sa mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Jusqu'à 2017. Pas mort, oui, qu'elle a été remplacée par le général Mennad. Et c'était une manière de considérer qu'il n'y avait pas d'atteinte en particulier. Il faut se rappeler encore que tout est parti d'une brigade de gendarmerie. Voilà. Et donc, on va célébrer d'ailleurs, parmi les points, quand on dit tout est fatigué, on ne sait pas comment ça peut rebondir. Le 25 juin prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Matou Blounes. C'est un moment extrêmement important. Et c'est peut-être plus important que le seul fédérateur. C'est plus important peut-être que le 20 avril qu'on va
célébrer dans 2 jours. Et donc, la fracture qui est restée, c'est de considérer qu'on ne peut plus continuer à être gouverné. Il y a eu une revendication dans la plateforme de l'Qsar qui demandait le transfert des pouvoirs de police aux élus locaux. Qui de mon point de vue, est une bonne ouverture. Une revendication démocratique. Ce sont les maires qui sont proches des élus, qui sont proches de la population, qui peuvent décider à quel moment on fait appel à la force publique pour régler les questions de débordement, etc. Pour que l'ordre ne vienne pas d'Alger, pour que l'ordre ne vienne pas de ce qui était considéré comme un voile. Et tout ça, on n'a pas pu le régler. Il en est né le MAC. En 2 mots, est-ce que le MAC peut entraîner la Kabylie dans un mouvement sécessionniste ? Je pense que d'abord, le MAC est dirigé par une personnalité que je considère comme étant politiquement faible et peu crédible. Donc, de ce point de vue-là, tant mieux que ce soit cette personnalité-là qui le dirige. Et puis, surtout, la bourgeoisie. Et c'est en cela où il y a une synchronie qui s'est formée ces 20 dernières années. Le capitalisme des années Bouteflika a accéléré la convergence entre l'Algérie et le reste de la Kabylie et le reste de l'Algérie, au sens où il y a un marché plus intégré, où les intérêts sont plus interpénétrés. Et aujourd'hui, la classe d'affaires en Algérie, y compris celle qui dirige la JSK, les Madjan, etc., sont nationaux et réfléchissent marché national. Ils réfléchissent même au-delà du marché national. Et donc, ils sont contre l'indépendance. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une partie de la bourgeoisie catalane, par exemple, qui se projette européenne et pas espagnole. Donc, le débat sur l'autonomie de la Kabylie revient toujours sur la table. Et ce n'est plus... est-ce qu'on peut dire que ça reste ou que ce n'est plus le monopole du MAC, cette histoire, cette question de l'autonomie de la Kabylie ? Il y a même un autre mouvement qui est né en 2015, ça s'appelle le RPK, Rassemblement pour la Kabylie, dirigé par Hamou Boumediene, qui revendique l'autonomie, mais il n'est pas sécessionniste. Donc, il s'inscrit dans une perspective nationale, mais il appelle à des autonomies régionales. L'Oranie, le Constantinois, selon le modèle des wilayas durant la Révolution. C'est une option politique. Il y a eu un débat à un moment où la question était posée sous forme de régionalisation, etc. Positive. Oui, mais aujourd'hui, tel que c'est posé, en fait, le MAC est au gros service du pouvoir. Il crée la fixation sur le reste du pays en disant, voilà, ces gens-là, d'autant plus qu'il faut le dire, hein, le discours qui est charrié, parce qu'aujourd'hui tout se passe dans les réseaux sociaux, le discours qui est charrié dans les réseaux sociaux est extrêmement clivant. On a des guerres civiles permanentes virtuelles qui sont en train de se donner, hein, entre arabes, kabyles, musulmans, pas musulmans. C'est exténuant et c'est chiant, d'ailleurs, au point où j'en arrive à dire, oui, il faut déléter Facebook. Hein, c'est peut-être une bonne solution. Hein, les Harouches ont supplanté les partis politiques en 2001. Il ne reste plus rien des Harouches aujourd'hui, si on comprend bien. Que font aujourd'hui les partis ? Je vais vous dire une chose. Je vais le citer lui-même. Il y a eu le député FFS de Bouaïcha Bouaïch qui a posté un truc. Et alors, il a posté un truc, il dit que le ministre de l'Intérieur, il est passé à Bijaya, il a donné à Gharbi, qui était là, il lui a donné pratiquement tout l'argent pour gérer son village et il n'a rien donné aux autres. Il avait toutes les APC de Béjaïa qui sont en rogne. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on entretient ces Harouches qui ont à un moment été dans la contestation et après ils les ont intégrés totalement. On peut rappeler qui est Ali Gharbi, dirigeant de... Parce qu'il y en a qui sont nés oui, rappelle ce qu'on avait. Vous allez le rappeler ? Ali Gharbi, un des dirigeants du mouvement de l'Aqsar, un des co-rédacteurs de la plateforme de l'Aqsar. C'est pour dire que quand même ils sont totalement intégrés. Quand on dit tout reste d'île d'Harouch, ils sont au pouvoir. Tout simplement. On peut résumer la chose. Ils font le travail des partis politiques sur place. Excusez-moi, mais on pense toujours au même parti, le FFS et le RCD, qui étaient bien implantés dans la région, même si le FLN, je pense, est sorti premier dans quelques élections. Ils ont encore un pouvoir à jouer dans la région ? FFS et RCD. Ça dépend de leur militantisme, de leur combat, voilà. Que ce soit en Kabylie ou à Tindouf, ça dépend du degré d'engagement, de la capacité de ces gens qui travaillent un peu dans ces situations compliquées à intéresser les Algériens et à recréer un dessin. Parce que ce que nous vivons, en fait, depuis l'arrêt du processus électoral en 90, c'est une division profonde. Parce que quand on dit désaffection de la politique en Kabylie, mais dans le reste des pays,
Il y a des gens qui ont voté fils et qui ont fini. Ils ont tiré un trait sur l'idée démocratique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été frontalement atteint quand on a arrêté le processus. Donc, la désaffection à l'égard de la politique, elle est nationale. Et aujourd'hui, être militant, c'est comment arriver à convaincre les Algériens de s'intéresser à nouveau à la politique et pas uniquement sous l'angle corporatif. Moi, je sais comment les intéresser, mais j'ai pas envie de donner ça. Non, on est dans le 60e anniversaire de mai 68. On est dans le 60e anniversaire de mai 68. Mai 68, c'est la fin des 30 Glorieuses. Et évidemment, le pouvoir gaulliste surveillait surtout les syndicats, le front social habituel, etc. Et la contestation, la nouvelle donne politique, la nouvelle ère politique s'est ouverte avec un mouvement de jeunes qui était un mouvement anti-autoritaire. Ce qui peut venir dans l'Algérie d'aujourd'hui et aussi en Kabylie, c'est un mouvement anti-autoritaire qui n'est pas directement lié à la situation sociale. On vous a assez vu. On a assez vu Bouteflika, on a assez vu les gens qui sont autour de lui. Le président du FLN, dont j'arrive pas à citer le nom. Voilà. Et on vous a assez vu et ça peut prendre une forme. Ça peut prendre une forme incontrôlable. Toi, tu as 60 ans, tu les as. J'ai vu les jeunes, ils ont encore le temps de les voir encore. Merci. Au moins par rapport à cette histoire de politique, la Kabylie ressemble beaucoup à la réussite à rattraper un peu le reste du pays en termes de désaffection. En Kabylie, on ne croit plus au changement avec les partis politiques. Donc, je suis d'accord pour dire que peut-être qu'il va y avoir un mouvement qui va être porté par des lycéens, par l'hérésie et tout ça, qui peut fédérer toute l'Algérie, je dis bien toute l'Algérie, pour structurer un mouvement de changement. Un mouvement général de dégoût qui trouverait un moyen de s'exprimer. On verra. Voilà, exactement. On verra, mais pas d'extrême droite. Non, pas d'extrême droite. Non. Restez avec tout. nous, on revient dans un tout petit moment en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Comme chaque mercredi, nous sommes en direct sur Radio M, bien en forme après avoir pris quelques sucreries. Surtout vous, Saïd, vous serez en forme pour la deuxième partie parce qu'il vous faut être en forme. Nous allons parler de politique. Et nous allons parler de cette conférence de presse solennelle d'Ahmadou Yahya, le Premier ministre, qui a été faite la semaine dernière, où il a évoqué beaucoup de choses. Il est revenu aussi sur le crash de l'avion, parce que c'était quelques jours après le crash. Il est revenu également sur ce qu'il a qualifié de réalisation du 4e mandat du président de la République. Comment vous avez trouvé Ahmadou Yahya ce jour-là? Est-ce qu'il était dans le costume du Premier ministre? Est-ce qu'il était dans le costume de celui qu'on a obligé à venir parler de Abdelaziz Bouteflika, ou celui qui veut dire « Je suis encore là, ne m'oubliez pas » Il était dans le costume d'Ahmadou Yahya. Arrogant, très dur avec les journalistes, tournant parfois autour du pot sans dire tout. Personnellement, je pense que Ahmadou Yahya a été présent parce qu'il était absent avant. Parce qu'il n'a pas suivi le président Bouteflika dans sa tournée. Il a été un petit peu éclipsé du devant de la scène ces derniers jours. On a beaucoup parlé de lui comme partant, etc. Et donc, je pense qu'il a déjà fait acte de présence et il a montré ou démontré qu'il était toujours Ahmadou Yahya, Premier ministre en exercice. Je
Je pense qu'il n'y avait même pas d'opportunité à la limite d'organiser cette conférence de presse. Pourquoi ? Quand on a annoncé ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il va dire encore ? Voilà. Quelle décision il allait annoncer finalement ? C'était pour dire que je ne suis pas mort. Vous m'avez annoncé partant, je suis étranglé, j'ai pris des décisions que le président a contredites par d'autres décisions. Eh bien, je suis là. Il y avait un peu d'arrogance dans son propos, dans ses réponses aux journalistes. On sentait que l'homme voulait en découdre, voulait dire que vous devez compter avec moi, je suis là pour longtemps encore. Maintenant, en termes d'annonce, je ne pense pas qu'il ait fait une quelconque annonce politique. Il a redit la même chose. Bon, la seule chose que malheureusement, il a été contredit 2 jours plus tard. Il a annoncé que l'inflation n'a pas eu lieu. Les experts avaient prévu que le financement non conventionnel allait provoquer de l'inflation. Il a dit, les experts se sont gourés. Malheureusement pour lui, 2 jours plus tard ou 3 jours, la Banque mondiale parle d'une crise financière prochaine et de l'inflation à 9% en 2020. Donc, globalement, je pense que Yahya était venu pour dire aux journalistes, je suis là, je ne suis pas mort. Et vous, Saïd Jafar ? Enfin, à mon avis, sous le carapace de l'arrogance, il y avait un côté pathétique. Hein. C'est être Premier ministre sous Bouteflika, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? J'ai vu une formule utilisée par le HuffPost, hein, plus qu'un ministre, moins qu'un Premier ministre. Et ça, c'est vraiment dans ces eaux-là que vivent les Premiers ministres depuis l'arrivée de Bouteflika. Ça devient presque secondaire d'en parler. Et comment vous l'avez trouvé, Ahmedou Yahya ? À part ça, est-ce que c'est pas une manière pour lui de s'affirmer, de marquer sa présence ? Est-ce que cette conférence de presse a été décidée librement ou est-ce qu'on lui a demandé de faire cette conférence de presse ? C'est 8 mois. Ça fait 8 mois qu'il est au gouvernement. Donc on peut faire soi-disant après les 100 jours ou bien après une année, mais pas les 8 mois. Ouais. Les 8 mois, donc c'est vraiment un truc forcé qui a été fait pour dire, en fait, je ne suis pas tout à fait dehors, je suis toujours dans le cirque. Les médias, ils avaient mis sa tête à prix. Tout le monde pensait que c'était fini pour lui. Donc, ils lui ont dit, vas-y, fais ton exercice, la conférence de presse. Il adore, lui, tenir le crachoir comme ça, parler, répondre pendant 2 heures aux journalistes. Donc, je pense que c'est juste pour justifier qu'il a encore la confiance du président. Il restera encore Premier ministre. On a même lancé des gouvernements sur Facebook, Taïblo, même des noms de ministres et tout. Donc, j'imagine que Yahya se disait que c'est foutu pour moi. Les partisans d'Ahmedou Yahya étaient très satisfaits d'annoncer sa conférence de presse la veille et le jour même pour dire voilà, il est encore aux commandes. Vous pensez qu'Ahmedou Yahya est encore aux commandes, Yassine Qadi ? Vous pensez, M. Khaled Drani, que Yahya a encore des partisans ? Quelques-uns, oui. Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment... Moi, j'étais pas contre qu'on parle de cette séquence politique du week-end dernier, mais... Est-ce que vous vous rendez compte ? Au Café Presse Politique, nous, notre étalon, notre marqueur de la déchéance de la vie publique en Algérie, c'est le président. C'est l'image qu'il donne de lui-même, de l'Algérie. Pendant longtemps, c'est cela. Mais est-ce que vous considérez que Ahmedou Yahya, c'est mieux ? Sincèrement. Ahmedou Yahya, attendez, en 97, il a fait une intrusion directe dans les ménages des Algériens pour leur faire un prélèvement sur leur salaire. Il a organisé des élections, une immense fraude électorale en sa faveur. Il a soutenu il était dans tous les mauvais coups. Il a trahi ses amis, de l'armée, il y en a qui lui en veulent jusqu'à aujourd'hui. Il a trahi plus ou moins la sécurité militaire quand elle était encore indécise. Il était premier à soutenir le 2e mandat, donc le DRS. Il n'a pas d'amis. Moi, j'ai reçu je ne vais pas les citer pour ne pas les gêner, des gens qui étaient proches de lui. Ils me disent il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Ahmedou Yahya n'a pas d'amis. Ce personnage-là, il est capable de mentir en regardant les Algériens dans le blanc des yeux. C'est un homme politique. Et continuellement. Et c'est sur lui que la fin des années Bouteflika, donc sur la déchéance politique de l'Algérie, c'est sur ses épaules à lui que cela va reposer. Si demain la rue bouge, si demain il y a le 10e s'il y a le 10e d'octobre 88,
Ahmed Ouihia va faire face à quoi? Il va faire face, Ahmed Ouihia. À quoi il va faire face? C'est vraiment l'homme le plus vomi de la scène politique algérienne. C'est quelqu'un... Alors, il avait encore cette réputation, moi je fais partie des journalistes qui écoutent et qui jettent jamais d'accusations, hein, qui disaient qu'il n'aimait pas l'argent. Bon, c'était une sorte de Belal Abslam. Belal Abslam, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Hein. Il était membre du comité central du PPMTLD en 1953. On ne parle pas de la même chose. Mais, voilà, quelqu'un qui peut être autoritaire dans sa façon d'agir, mais propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Je suis désolé. Algérie part, on peut penser ce qu'on veut de Abdou. Il a fait une enquête, il aurait pu aller en prison. Il a sorti plein de registres de commerce de sa famille. Bon, sa famille a le droit de faire du commerce, hein. Le problème n'est pas là, elle a le droit d'avoir des entreprises. Mais lui a dit, si vous trouvez la moindre action, le moindre titre de propriété qui soit attribué, alors vous l'avez, vous pouvez le prendre. Donc, y compris sur cela, demain, je ne serais pas étonné. C'est pas encore arrivé. C'est pas un affairiste comme son prédécesseur. Enfin, pas Tebboune, j'en sais rien, mais un peu plus loin. Je parle de Abdelmalek Sellal, qui lui, bon, enfin, c'est de notoriété publique, puisqu'il est cité dans Panama Papers. Mais je ne serais pas étonné demain que ce soit le cas aussi pour Ahmed Ouihia. Ahmed Ouihia, quand je regarde Ahmed Ouihia, j'ai jamais eu envie de quitter ce pays, mais bon, c'est pire que Bouteflika, c'est pire que Bouteflika. Et il continue à nous regarder dans les télés, et à avoir cette posture, et à parler des résidents, et à avoir la posture qu'il a sur les résidents, et à parler de la Syrie, et à parler de qui que ce soit. Ahmed Ouihia, cache-toi, tire-toi, c'est pas possible. Arab, oh, ça, il incarne les années de la guerre civile, Ahmed Ouihia. Ahmed Ouihia, quand on le voit, on voit le malheur de l'Algérie. On voit des années de malheur, et tant qu'il sera là, on sera toujours malheureux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était censé être calme, mais le CPP. Oui. Aujourd'hui, le CPP ne vous a pas calmé, Hassan Rabi. Vous êtes un peu du même avis dans ce cas-là. Alors pourquoi est-ce qu'il est nommé Premier ministre? C'est bien le choix d'Abdelaziz Bouteflika de l'avoir nommé une troisième fois. Parce qu'il n'a aucune personnalité. C'est une serpillière sur laquelle on s'essuie les pieds tout le temps. C'est une machine qu'on utilise à chaque moment. Voilà. Tony, c'est la gouvernance par le vide du régime Bouteflika. Vous pensez que le président a eu du mal à trouver un successeur à Abdelmadjid Tebboune juste 80 jours après l'avoir nommé? Donc préférait changer de Premier ministre. Il va changer dans la précipitation, c'est clair. C'est-à-dire, Tebboune, ils l'ont viré parce que bon, il a attaqué Ali Haddad et les autres, et il y avait une urgence. C'est Saïd Bouteflika qui a décidé qu'il faut qu'il parte. Et donc, à ce moment-là, c'était l'urgence. Hein. Il ne pouvait pas ramener Sellal, et il pouvait ramener Ouihia. Il a déjà servi et resservi, voilà. 5e mandat, est-ce que Ahmed Ouihia, on sait qu'il est empêché d'élargir ses prérogatives, ses projets de loi ne passent pas, il a été quand même nommé par le président de la République. Cette conférence de presse a aussi mis en place beaucoup d'interrogations, peut-être qu'il veut dire qu'il est encore là. Donc pour vous, inenvisageable qu'il puisse jouer un rôle dans le 5e mandat ou dans un changement qui puisse intervenir dans l'élection présidentielle qui aura lieu dans très exactement 1 an. Moi, je pense qu'il va jouer le rôle d'Abdelmalek Sellal. Il sera le directeur de campagne du président Bouteflika pour le 5e mandat. Ouihia, je pense qu'il sera content de rester encore au pouvoir, quitte à être ministre de la Solidarité nationale. Je ne le vois pas faire de l'opposition. D'ailleurs, un jour, il avait dit que moi, je suis pas là pour faire de l'opposition. Il n'y croit pas. C'est quelqu'un qui fait pas d'opposition. Il a tété les mamelles du pouvoir, donc il ne peut pas en sortir. Donc, c'est quelqu'un de... On disait qu'il était proche du DRS, qu'il était le poulain du DRS, et finalement, il n'a pas hésité à rompre les amarres avec le DRS. Donc, je pense qu'il sera content. Maintenant, il a mis un trait sur la possibilité d'aller à la rencontre de son destin, comme il le dit assez souvent. C'est clair qu'il dit même « je serais fier de soutenir le président pour un 5e mandat ». Alors, le Premier ministre Ahmed Ouihia, dans cette conférence de presse, a aussi parlé de l'actualité internationale, notamment des bombardements anglo-franco-américains sur la Syrie et plusieurs villes de Syrie. D'ailleurs, il faut juste rappeler le communiqué officiel du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui dit que l'Algérie regrette ces bombardements. C'est une première. Habituellement, l'Algérie dénonce ce genre d'attaque contre des pays arabes. Ils sont dans exactement. La formule, Exactement. Et cela nous amène à parler de cette actualité chaude de cette fin de semaine, le fait que 3 pays
occidentaux aient décidé de bombarder la Syrie. Vous l'aviez annoncé lors d'une émission, Akram Kharif. On a vu les 3 présidents se prononcer, le président américain expliquer, le président français aussi, la première ministre britannique. Comment vous avez réagi à cette décision unilatérale de la part de ces pays d'agir sans le mandat des Nations Unies, et le fait aussi que le président français dise dans une interview, c'est la communauté internationale qui a décidé d'attaquer la Syrie. On est dans des abus de pouvoir, c'est clair, c'est pas sérieux. Aussi bien dans le discours sur le soi-disant on agit au nom de la communauté internationale, et aussi dans le fait de dire nous avons les preuves. C'est quoi ces preuves? Là, moi, ce que j'ai regardé, c'est que, c'est qu'ils ont reçu des trucs de réseaux sociaux et des rapports de service. C'est-à-dire, pourquoi je croirais, moi, la CIA plus que le FSB? Et, en tant que citoyen algérien du Sud, c'est-à-dire, je peux être... Les Occidentaux, ils peuvent considérer que leurs services ne mentent jamais. Moi, je suis au Sud... on a une histoire, on sait qu'ils mentent. D'autant plus que nous disons de nos propres services qu'ils mentent. Donc on ne va pas devenir des chantres des services des autres. Donc il y a le tout. C'est-à-dire, dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois on nous oppose Béchar. On n'est pas des pro-Béchar. Ouais. On considère, moi je considère personnellement que c'est un immense gâchis ce type-là, que c'est lui le gros responsable du désastre, mais on n'est plus au temps 2011, c'est-à-dire on est au temps 2018. C'est pour ça que les gens n'arrivent plus à réfléchir. On réfléchit au temps 2018. Voilà. Au début, effectivement, il a complètement massacré et détruit, en fait. On n'aura plus la Syrie qu'on avait avant. Il faut le dire, ça. C'est un enterrement final. La Syrie reviendra, mais ce ne sera plus peut-être la même chose. Et ces frappes ont eu lieu avant les conclusions de l'enquête de l'Organisation des Nations Unies pour les armes chimiques. Comment vous avez réagi au fait que les Occidentaux disent « oui, on a les preuves » ? Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez aussi que c'est un abus d'autorité, un abus de pouvoir de ces pays sans mandat des Nations Unies? Ça nous rappelle un peu Colin Powell, le Conseil de sécurité, exhibait des schémas et tout par rapport à la l'Irak. En 2002. La fiole, finalement, c'était du n'importe quoi. Donc, c'est la même chose. Même on sait que c'était un mensonge. Oui. Les opinions publiques occidentales déjà, on a suivi beaucoup de débats. Le dernier Michel Collomb hier et tout, il rigolait. Bon, c'est un militant. Ils te diront c'est un militant. Donc, personne n'y croit. C'est une mascarade. Maintenant, actuellement, on fait des guerres, après on les explique. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui que la commission d'enquête a commencé à faire son travail en Syrie, à Douma. On a bombardé d'abord. Colin Powell a dit que c'est la grosse tâche dans mon histoire. Exactement. Sur cette histoire de fiole. C'est-à-dire, à quel point, en fait, même lui a été manipulé par ses propres services et on lui a fait croire, parce que c'était les faucons qui étaient autour de Bush qui lui ont fait faire passer ça. On lui a fait croire ou est-ce qu'il savait qu'il mentait? Probablement on lui a fait croire. Ouais. Moi, ceci dit, c'est secondaire. Mais lui-même dit, quand il dit que c'est une grosse tâche dans mon propre histoire personnelle, c'est qu'au fond, il y a un grand regret et au fond, il le dit pas. Il reste quand même un homme respectueux de la réserve. Il ne révèle pas qu'on lui a menti. Voilà. Mais il a assumé quelque chose de honteux, qui détruit tout le Proche-Orient, qui a créé le Daesh, qui a des effets qui vont continuer à durer pendant 25 ans ou 30 ans, et on ne sait pas ce qu'il en sort. Voilà la réalité. Ce qui est marrant, Khaled, si tu permets, c'est la Ligue arabe, finalement, qui n'a pas condamné. Bien au contraire. Il y a eu des déclarations, des prises de parole, notamment de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, qui ont applaudi le bombardement de la Syrie. On a Donald Trump qui appelle les États arabes à remplacer les États-Unis en Syrie. Donc à y aller, à envoyer des troupes, etc. Et l'Arabie Saoudite a été le premier pays à déclarer et le Qatar qui serait prêt. Le Qatar a été directement impliqué dans les frappes du 14. Les bombardiers B-1 ont décollé de la base de l'Oudeid. Donc il y a implication directe du Qatar. Si tu veux ma réaction juste après l'attaque, je me suis dit, tiens,
Qadi Hassan a eu raison la dernière fois, parce que Ça lui arrive. la semaine passée, je sortais d'ici en disant que l'attaque allait être terrible et que ce sera une vague énorme de bombardements. Or, apparemment, il s'est passé quelque chose qui a fait que, finalement, cette attaque est une réinvention de ce que les Américains avaient inventé à l'époque, qui sont les frappes chirurgicales. Selon les Américains, il n'y a pas eu de mort. Et selon les Américains, ça n'a été fait que pour punir et pour enlever les capacités chimiques. Donc c'est un non-événement. Et pourquoi ces frappes ont été limitées ? En réalité, c'est parce que il y avait les Russes et les Iraniens sur le terrain et ils ont été obligés de tenir compte de ça. S'il n'y avait pas les Russes et les Iraniens, ils auraient bombardé de manière comme ils l'ont fait sur Bagdad, avec des destructions massives, etc. Là, il y avait les Russes et les Iraniens. Moi, je suis convaincu que Donald Trump allait y aller. Et allait mettre le paquet, et que son armée s'est opposée à ça parce qu'elle est rationnelle. Elle est rationnelle. Son armée Son armée, elle est rationnelle. Un autre coup de gueule, Hassan Khadi, avant de terminer l'émission ? Pardon, non, ça va. Trump, oui, il pourrait en inspirer un, mais juste, moi j'ai partagé un papier, je ne me rappelle plus de la source d'où je l'ai pris, il y en a qui m'ont reproché que c'était un site complotiste, mais le papier était très sérieux, sinon je ne l'aurais pas partagé, qui explique pourquoi Barack Obama était très fier. Il dit: je n'ai pas bombardé la Syrie en 2013 et j'en suis fier. Et il explique les pressions qu'il y a eu de l'écosystème à Washington pour qu'il le fasse lorsque Assad a passé la ligne, déjà à la Ghouta, 1400 morts, présumés, attaque chimique, mais bon, à la limite ça devient anecdotique possible. Et il a choisi de ne pas, en dépit des pressions de la Grande-Bretagne, des pressions de Hollande, énorme pression de Hollande, que lui-même raconte dans le livre qu'il a fait avec les 2 journalistes du Monde. Il n'a pas compris que Kerry, qui était pour et qui avait laissé entendre à toute la place à Washington, notamment aux Saoudiens, que les États-Unis allaient y aller, et qui a reconnu 6 mois après que c'était Barack Obama qui avait raison. Barack Obama a refusé de suivre ce qu'on appelle le manuel de Washington. Si on dit quelque chose, une ligne rouge, on trace une ligne rouge et que quelqu'un la dépasse, quand on est une grande puissance comme les États-Unis, il faut frapper. Il a bien réfléchi, il a dit non, on perd plus en frappant qu'en ne frappant pas. C'est juste pour rendre hommage à l'arbitrage politique, au génie politique qui peut faire que des itinéraires qui sont prédéterminés peuvent changer. On ne peut pas attendre ça de Trump. On ne peut pas attendre ça. On aurait pu attendre ça de Macron. La grande déception dans ce qui vient d'arriver, c'est quand même Emmanuel Macron, l'ami de notre ami. Est-ce que Barack Obama... Sur la Ligue arabe, moi j'ai posté un poème de Modafer Nouab qui était très expressif. C'est pas la peine de vous le dire. Hein. C'est comme le type qui se dénude sur la voiture. Est-ce que c'est le type qui s'est dénudé. Voilà. Et qui est, selon Hassan Khadi, un lanceur d'alerte. Le café presse politique est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Akram Khalif, Saïd Jafar, Hassan Mouali, Hassan Khadi. Mercredi prochain, c'est Hassan Khadi qui sera aux commandes. Je vous retrouve mercredi d'après. Hassan Mouali, bon anniversaire pour demain. C'est votre anniversaire demain, 19 avril. On l'avait fêté il y a 11 ans dans l'Arizona. Eh bien, le temps passe très très vite. Bonne soirée à tous, à bientôt.